J'étais entourée de femmes enceintes le jour où j'avais rendez-vous avec le gynécologue qui allait me retirer l'utérus. Et je me suis dit, j'ai plus d'utérus. Et en tant que femme, je sers plus à rien. Mmh. Eh ben non. En fait. Oui, mais c'est comme moi quand on me dit t'es tétra. Enfin, on me l'a dit, je l'ai su. Hein. Je suis un peu pour les grosses. C'est être fort, c'est ta seule option. Et à partir de là, tu fais des trucs que tu n'aurais même pas imaginé. C'est d'une puissance que tu dis. C'est un peu tout l'enjeu aussi de Confidence. C'est que les réponses, il faut qu'on les trouve par nous-mêmes. Elles arrivent, les réponses. Mais la réponse, elle vient de soi. Et on l'aura en soi au moment où elle devra se présenter à nous. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un 3e épisode de Confidence avec un invité de marque, Sabrina. Donc on va vous dire peut-être un petit peu comment on s'est rencontrés, etc. Sabrina, elle a une histoire de vie très forte, elle aussi. Elle a eu un cancer de l'utérus avec ses conséquences. Et aujourd'hui, dans ce numéro 3 de Confidence, on va parler de son histoire. Voilà, elle va nous expliquer toutes les étapes par lesquelles elle est passée, en espérant voilà, que son histoire puisse faire écho en vous. Confidence, partie 3, c'est parti. Bonjour Sabrina, Bonjour, monsieur Petit. comment ça va? Eh ben, ça va bien. Bon, j'espère que t'es content d'être là. Je suis hyper contente d'être là. Ouais, ça va, t'es pas trop fatigué? T'as dormi 5 heures? Petit train à 5h30, mais bon... non, le réveil 5h30, train à 7h30, ça va. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il faut dire que là on fait des interviews, etc. Mais que ça nous coûte tous beaucoup. Moi c'est le 3e jour, je suis rincé. Toi t'as dormi 5 heures, t'es venu de Paris pour nous parler de ton histoire. Tu connais le principe de Confidence. Ouais. Confidence, on va avoir l'instant Confidence. Parce que voilà, pour briser un petit peu la glace, pour on va dire faire un premier pas dans cette interview, sans mauvais jeu de mots. On va pouvoir parler de l'instant Confidence et tu vas briser un petit peu la glace. Donc c'est parti pour l'instant Confidence. Alors, c'est parti pour l'instant Confidence. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote que tu as envie de nous partager pour briser un petit peu la glace, pour une entrée en matière dans cette interview? Alors, une anecdote. J'ai beaucoup réfléchi sur l'anecdote. Pour le coup, l'anecdote, elle est en lien un peu avec ce qui m'est arrivé parce que j'ai été ménopausée très tôt, plus tôt que normal, quoi. Et un peu de temps après toutes mes aventures, je me suis dit, allez, on va pas se laisser abattre. Je suis retournée sur des sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un, quoi, rencontrer l'amour. Et puis, un jour, je fais un rencard et je savais pas encore que j'étais ménopausée. Ça restait à confirmer. Voilà. Mais donc, je fais un rencard et puis on discute, tout ça. Et à un moment, on était tous les deux en train de boire un verre et à un moment, je sens que ça monte, une bouffée de chaleur, voilà. Et je me dis, bon, après le mec, on fait un rencard, mais je vais pas raconter ma life, quoi. Donc il sait pas tout. Et j'ai chaud. Et je commence à transpirer. Et donc j'avais une espèce de petite veste, quoi. Et à un moment, le mec me regarde, il me dit, ça va? Et moi, je lui dis, ouais, ça va. Il me dit, t'es sûr? Je dis, ouais, non, mais là, j'ai chaud. Et je vois le mec qui commence à dire, putain, celle-là... Et il me dit, ah bon Et là, à un moment, j'explose. Je dis, je commence à enlever ma veste et tout. Je prends le menu. Je fais, ah ouais, j'ai chaud. Et il me dit, mais pourtant, il fait pas si chaud que ça. Je dis, non, mais moi, j'ai vraiment très, 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 très chaud. Et le mec, je voyais dans ses yeux, il se dit, mais alors celle-là, c'est une chaudasse de ces... Ah ouais? J'ai chaudasse. Et je dis, t'as pas chaud, toi? Il me dit, ah si, j'ai chaud. Et puis après, je refais le truc, je me dis, oh là là, je crois qu'on s'est pas compris. Et à un moment, excellent, ça s'est calmé un peu. Et il me dit, mais du coup, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Je dis quelques temps. Il me dit, ah ouais, donc t'as chaud, quoi. Ah, je dis, non, mais alors en fait... Pas du tout compris. On s'est pas compris. Et après, je lui ai raconté un peu l'histoire, quoi. Et Il s'est refroidi. puis, voilà. Et c'est du coup, la chaleur est retombée tout de suite. Enfin, non, pas tout de suite. On a passé le dîner, c'était très sympa, etc. Et j'ai plus jamais eu de ces nouvelles.
Voilà, c'était pour l'anecdote chaleur. Bah, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut éduquer aussi sur... Tu vois, des fois, il y a des choses... Mais à ce moment-là, tu ignorais totalement que... Oui, non, je savais pas, mais c'était une option. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 41 ans. 41 ans? Mm. Alors, je t'avoue que moi, je reste un homme et un jeune homme. Donc, je t'avoue que j'ai pas forcément toute l'information et toute la connaissance sur la ménopause, etc. Parce que ça me concerne pas encore directement. Et encore moins personnellement. Mais du coup, la question que je vais te poser, peut-être des gens aussi ça peut intéresser, mais c'est à quel âge en moyenne, tu sais ou pas, la ménopause? La ménopause, c'est autour de 50 ans, D'accord. à peu près. Mais moi, alors du coup, c'est pareil. Moi, j'y connais rien en ménopause normale. Oui, parce qu'on va parler de ton histoire. Voilà. Moi, j'ai eu une ménopause induite. Ok. Ce qui fait que... Du fait de ce qu'on va raconter? Du fait de ce qu'on va raconter. Ok. Et en fait, normalement, la ménopause, c'est petit à petit. Un peu de bouffée de chaleur, puis ça se calme, et puis un peu de... Moi, j'ai tout eu en rafale, et notamment les bouffées de chaleur. J'aurais pu me balader à poil en plein mois de décembre. Enfin, j'étais une baraque à frites, quoi. Mais un truc de fou. Moi, je vais faire une confidence dans la confidence. Allez. Inception. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, genre, on parlait de ménopause en famille, etc. Ou je sais plus, il y avait des amis, et mon frère parle de ménopause. Et moi, bah, je sais pas, j'ai une dizaine d'années à l'époque, tu vois. Je dis, bah, c'est quoi la ménopause? Il me dit, c'est la pose du magnétoscope ou je sais pas quoi, il se fout de ma gueule. Et c'est des années après que j'ai compris ce que c'était. Et c'est des années après que je me dis, mais l'enfoiré, en fait. Cet enfoiré, il est en train de se moquer de moi. Donc, chaque fois qu'il y avait une panne de magnétoscope, tu pensais que c'était la ménopause? Un truc dans le genre, voilà. Et en fait, bref, je sais plus pourquoi je parle de ça. Mais il s'est bien foutu de ma gueule. Donc, mais c'est marrant, tu vois, avec les années, on se construit, on apprend et voilà. Donc, effectivement, on va rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet. Donc, déjà, Sabrina, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, je pense que ça va être un peu le fil conducteur de cette interview. On peut déjà dire, nous, comment on s'est rencontrés. Je vais te laisser parler parce que tu es l'invité, donc c'est à toi de parler. Je vais te laisser raconter comment on s'est rencontrés. C'était un TEDx. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes dedans? Et puis comme ça va pouvoir certainement donner un petit peu la suite de cette interview où tu vas nous parler de ton histoire. Alors, la rencontre, donc effectivement, c'était un TEDx. Déjà, rien que sur le principe, moi, je trouve ça hallucinant. Un jour, je reçois un mail, bonjour, on organise un TED et on voudrait vous avoir comme invité. Je trouve ça ouf parce que pour moi, TED, les conférences TED, c'est un peu... Voilà, un peu genre la classe et tout. Je dis, mais qu'est-ce que... Et le thème, c'était rupture. Et on me dit, ouais, je trouve que c'est intéressant, votre histoire par rapport... Rupture. Ah, je me rappelle très bien parce que je sais comment... Je me rappelle comment j'avais commencé mon TED. Et donc, donc, je dis, OK, je me mets une pression de malade. Et puis, je commence à regarder un peu tous les invités. Parce que comme pour moi, c'est un petit peu la crème de la crème, je me dis, oh, qui sont les invités? Et là, je vois un gars, Martin Petit. Je dis, c'est qui ce mec-là? Et là, je vois Instagram, les influenceurs et tout. Je dis, waouh, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce gars-là? Je fais, OK, d'accord. Et puis, je me dis, OK, banco, donc je prépare le TED et tout. Et puis, on se voit sur l'endroit du TED. Et, C'était à Grotech Paris. C'était à AgroParisTech. 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 AgroParis, Paris Agrotech, on s'en fiche. C'est à Paris, ils font de l'agronomie. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, mon histoire qui intéressait les personnes du TED, c'était donc la rupture. Et la rupture, l'angle que j'ai pris, donc c'est la rupture que j'ai vécue avec mon utérus. Voilà, avec mon utérus, on a rompu. C'est-à-dire que, sans mauvais jeu de mots, mais t'as coupé un peu le cordon ombilical. Après, la question, c'est est-ce que c'est lui qui m'a quitté? Est-ce que c'est moi qui l'ai quitté? Parce que c'est un peu, voilà. Un peu des deux, finalement. C'est un peu les deux. Parce que, donc, mon histoire, c'est que l'année de mes 40 ans, alors que je suis dans une espèce de zone de confort un peu tranquillou-bilou, à me dire, 40 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tout ça, machin, les enfants, le couple, la famille. J'apprends
que j'ai un cancer du col de l'utérus. Avant que tu nous expliques tout ça, Et à ce moment-là, tu travailles beaucoup. je travaille beaucoup. Donc, à l'époque, j'ai travaillé dans une multinationale en tant que chargée de projet dans le département inclusion et diversité. Donc, c'est tout ce qui concerne l'égalité des chances en entreprise. Donc, le handicap, l'égalité homme-femme, la question LGBT, la question des religions, etc., etc. Donc, c'était assez passionnant, mais assez stressant parce que malgré tout, dans les grandes entreprises, c'est beaucoup une question d'image, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, c'était très stressant. Et j'étais un peu à la limite du burn-out, on ne va pas se mentir. Je pars en vacances et quand je rentre, enfin, je n'avais pas encore repris, j'apprends donc que j'ai un cancer du col de l'utérus. Et à ce moment-là, tu es seule, tu es en couple? Je suis seule. Je suis seule et c'est comme une bombe en fait, mais une bombe parce que j'ai la chance de n'avoir jamais été confrontée jusqu'ici à cette maladie, de près ou de loin. Enfin, personne de ma famille, ni de mes amis, ni... Je dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais surtout, en fait, j'apprends que donc j'ai ce cancer et qu'on va devoir me retirer l'utérus. Et c'est d'ailleurs la première chose que j'entends avant même le cancer. Enfin, on va me retirer l'utérus. Parce qu'à ce moment-là, enfin, il se passe quoi dans ta tête? Et est-ce qu'il y a des chances que tu puisses peut-être le... Après, j'ai peur de... Non, en fait, je m'interrogeais effectivement, parce que j'avais 40 ans, et je m'interrogeais un peu sur ma fertilité. C'est pour ça que j'ai été chez le gynéco, pour faire des tests, etc. Et il m'a dit, on en profite pour faire un frottis. Et toi, tu voulais conserver tes ovocytes? Mais je ne savais pas encore. Déjà, je voulais savoir, parce qu'à 40 ans, tu te dis, bon, tout est encore possible, a priori, à 40 ans, même si les chances s'amenuisent. Et donc, quand je fais ce test, et on en profite pour faire un frottis, ce qu'on fait d'habitude, etc. Mais moi, je n'ai pas été très bonne élève, parce que je faisais partie de ces femmes, du coup, qui ne savaient pas trop à quoi servait un frottis, et que, du coup, quand tout va bien, quand t'as pas, quand t'es pas enceinte, quand t'as pas de problème particulier, etc., tu te dis, à quoi ça sert que j'aille chez le gynéco? Ah oui, il y a le frottis, mais je sais pas à quoi ça sert. Donc, bref, j'ai pas été très bonne élève sur ce coup-là, donc je pense que c'est ce qui m'a un petit peu... Tu n'avais pas de régularité sur le fait d'aller voir? Ouais, non, pas trop. Donc, t'avais mis ça un peu de côté? Ouais. T'étais plus focalisé sur ton travail? Sur mon travail, et puis sur le fait qu'a priori, j'avais pas de soucis, jusqu'au moment où je me suis dit, est-ce qu'on va pas aller checker un peu si, niveau fertilité, ça marche toujours? Et donc, c'est à cette occasion qu'on me fait ce frottis. Et à ce moment-là, dans ta vie, le travail avait la place peut-être la plus importante. Et est-ce que tu as mis un peu de côté aussi le fait de vouloir rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est que ça s'est pas fait? Enfin... Non, c'est que ça s'est pas fait, en fait. C'est que en fait, je suis restée quelques années avec quelqu'un qui avait déjà des enfants. Et finalement, au bout du compte, il n'en voulait plus. Mais il a mis du temps à réaliser que... Et donc, on s'est séparés. Et je me suis dit, des enfants, je vais en faire avec quelqu'un d'autre. Même si c'était un peu dur. Parce que toi, ta volonté, c'était de devenir mère? D'avoir une famille. D'avoir une famille. Parce que de devenir mère et avoir une famille, c'est... Voilà. Toi, même moi, dans mon rapport à ça, tu vois. Ouais. Je te pose peut-être pas la question de la manière la plus... Ouais. Et donc voilà. Donc après, du coup, suite à cette rupture, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que je cherchais un géniteur plus qu'une histoire, et puis on verra bien, quoi. Enfin, mais c'était très inconscient. Mais en fait, du coup, il y avait... en fait, c'est la pire chose à faire parce que déjà, je pense que tu envoies des signaux, genre les mecs, ils font « Waouh, non, dégage !» Et enfin, voilà, c'est une grosse erreur, mais que tu fais, je pense, un peu malgré toi. Donc, je cherchais, mais du coup, il se passait rien. Donc, du coup, t'as du taf, donc tu bourrines sur le taf, et voilà. Et puis, ça arrivera quand ça arrivera, jusqu'au moment où tu dis « Bon, merde,
faudrait peut-être que ça arrive là. La fameuse... La fameuse horloge biologique. Et donc, j'en reviens à ce test de fertilité pour savoir où on en est. Et ce frottis, cette visite donc chez le gynéco, qui est l'occasion de faire ce fameux frottis qui a changé ma vie. Parce que, au-delà des résultats du test qui n'étaient pas dingo-dingues, c'est surtout les résultats du frottis qui ont montré des lésions précancéreuses. Donc ça se manifeste comment, par exemple, sur l'utérus? Alors, en fait, c'est des lésions donc, précancéreuses qui sont sur le col. Et donc, il y a plusieurs stades. Stades ou grades, je ne sais jamais. Et en fait, tu as le stade 1, stade 2, stade 3, et après, c'est le cancer. Et moi, j'étais au niveau 3. Tu ne savais pas? Je ne le savais pas. Donc, le gynécologue m'explique, me dit, voilà... mais on va faire une opération. En fait, on va vous enlever un peu ces cellules. Et excuse-moi de te couper, mais le stade 1, stade 2, stade 3, c'est quoi? C'est comme des coupures? C'est comme des... C'est des... Alors, je sais pas du tout. Je sais pas. Non, je ne suis pas... à ce stade de... Ce qui peut être intéressant, c'est que tu vois, genre, s'il y a un médecin qui nous regarde, oui, peut-être qu'il peut préciser dans les commentaires, tu vois. Je sais qu'au niveau, par exemple, stade 1, c'est surveillance, rien de... Stade 2, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire au laser, mais pareil. Et stade 3, il y a donc cette conisation, où c'est une opération sous anesthésie générale, où en fait, on t'enlève un morceau du col. Donc ça, c'est ce qui a été envisagé pour toi? C'est ce qui a été envisagé et réalisé, où on t'enlève un morceau du col pour enlever ces cellules. Précancéreuse. Parce que tu as le mot cancer dans précancéreuse, mais on n'en est pas là. Ouais. Moi, j'étais à la limite de la limite. Ok. Mais donc je fais cette opération. Et puis voilà. Donc, a priori, tout va bien se passer. Toi, il se passe quoi dans ta tête quand le médecin t'annonce ça? Est-ce que déjà aussi, il te l'annonce d'une manière... Parce qu'on a souvent tendance à dire que des fois, ils sont un petit peu détachés de leurs émotions, ce qui est aussi des fois un peu leur rôle. Mais comment il te l'a dit? Comment tu l'as accueilli? Comment tu l'as vécu? Alors, déjà, je m'en rappelle très bien, c'était en novembre. Et c'était en novembre 2015. Donc, c'était avant mes 40 ans. Novembre 2015. J'ai ce rendez-vous avec le médecin qui me dit, voilà, lésions précancéreuses, etc. Donc, il me rassure par rapport au fait que ça n'est pas un cancer, que c'est précancéreux. Ok, je sors de chez lui un peu abasourdie. Et le lendemain, je joue au théâtre, parce que je fais du théâtre aussi. Qui a une place importante dans Qui a une place très importante dans ma vie depuis que j'ai 12 ans. Et ce jour-là, j'étais dans un théâtre, je jouais, et en sortant de scène, les téléphones commencent à sonner, etc., etc. C'était les attentats du Bataclan. Et donc, avec tout ce qu'on sait qui s'est passé, moi j'étais enfermée dans un bar. Le 10 novembre, tu as les résultats, le 11 novembre. C'était le 13 novembre. Ah oui. C'était le 12 novembre que j'avais rendez-vous chez les gynécos et le 13 novembre, c'est les attentats. Donc on vit le truc, on était enfermés dans un bar, on ne pouvait pas sortir jusqu'après. Enfin, on va pas refaire l'histoire, c'était une allure incroyable. Et donc moi, le 14 novembre, j'étais une espèce de grande peur géante en fait. De peur de moi, de ce qui se passait à l'intérieur de moi, peur de ce qui se passait dehors, c'était un truc hallucinant. Donc, du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça va même au-delà de l'annonce. C'est un espèce de truc où une déflagration, quoi. Ouais. Donc, passer cette étape un peu trauma. On peut dire traumatisante. Ouais. Faut pas minimiser. Ouais, non, pas un trauma, mais voilà, par rapport au contexte. Vraiment, il y a une espèce de... Tout est exacerbé, ouais. Ouais. Donc, je fais cette opération. Et puis voilà, et puis ça se passe plutôt bien.
affaire à suivre. Enfin, du coup, je suis suivie beaucoup. Enfin, là, j'ai plus le choix. J'y vais régulièrement. Et moi, je reviens un petit peu sur l'annonce. Le médecin te l'a dit d'une manière, tu trouves, bienveillante. Il t'a aiguillé. Comment t'accueilles le truc? Genre, quand t'es en face de lui, quand il te l'annonce. Est-ce que tu te souviens de la manière dont il te l'a dit ou pas? Ou est-ce que ça a fait comme un peu, on l'entend souvent? Non, c'est plus l'annonce d'après qui. Là, Ça fait trop de choses. ouais, enfin, je sais que je me revois plus en sortant de là, en me disant, bon, ok, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ou il m'avait expliqué, en fait. Enfin, moi, ce que j'avais entendu, c'est donc cancer, où il me disait, c'est pas le cancer. Donc, j'avais entendu ça. Donc, à partir de là, ok. Et à ce moment-là, dans ces moments-là, un petit peu de rupture, Mais j'avais pas encore rompu, hein. oui, mais J'avais pas encore rompu. ce que je veux dire, c'est que est-ce que genre tu t'appuies par exemple sur le soutien de ta famille, de tes amis, tu en parles, Non. tu gardes pour toi? Alors, j'en parle pas à ma famille. Pourquoi? Pas tout de suite, pour pas les inquiéter. Déjà, pour pas les inquiéter, mais encore une fois, à plusieurs titres. Enfin, je veux dire, parce que je sais que... Enfin, moi, ma famille, elle est plutôt restreinte et j'avais personne autour de moi. Ils n'étaient pas là, ils étaient pas... Donc, c'est le genre de truc que tu dis pas au téléphone pour pas les inquiéter. Et puis, encore une fois, le lendemain, les attentats, tout ça. Donc, il y a un moment, on va limiter la casse, on va rester cool. Ça fait beaucoup, j'en ai pas parlé, j'en ai parlé après, mais comme d'une opération un peu... en plus, c'est vrai, c'est une opération bénigne. Enfin, je le dis à toutes les femmes, pour le coup, vraiment, à qui on annonce ce genre de nouvelles, vous avez des lésions précancéreuses. Ce ne sont que des lésions précancéreuses parce qu'effectivement, après, t'en parles un peu avec des copines et tout ça. Et une de mes meilleures amies a eu ces lésions. Elle s'est faite opérer et elle a eu 2 très beaux enfants dans la foulée. Enfin, c'est une opération bénigne. Et les lésions précancéreuses, c'est justement ces lésions qui permettent de détecter, c'est de la prévention en fait. C'est pas encore un cancer, on t'enlève tout ce qui va pas pour t'éviter le cancer. Donc pas de stress à ce niveau-là. À ce stade-là, on s'excite pas. C'est précancéreux. Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge sur les femmes qui vont être touchées par ce cancer-là ou pas? Alors, pour les lésions précancéreuses... On en reparlera, mais je pense que l'idée, c'est aussi d'inciter peut-être aussi à faire, comme tu disais, tu n'as pas été la meilleure élève là-dessus, sur d'aller plus régulièrement chez le gynéco. Alors, si tu veux qu'on parle de prévention tout de suite, moi, je te dis, le gynéco, on y va à la puberté, etc. Et on commence les frottis à partir de 25 ans. Ok. On commence les frottis à partir de 25 ans. Si tout va bien, le frottis, on en refait un plus tard, au bout de 5 ans. Et c'est pas forcément un frottis, c'est ce qu'on appelle un test HPV. Ok. Qu'est-ce que le test HPV? C'était la question. C'est bien. HPV comme Human Papilloma Virus. Le papillomavirus humain, qui est responsable dans 99% des cas du cancer du col de l'utérus, donc des lésions précancéreuses. Donc, ce papillomavirus, on le rencontre tous, garçons, filles, dans notre vie, tous. Il y en a qui le portent. Il y en a qui on le garde dans 10% des cas. On le rencontre tous et on l'évacue. C'est pour ça qu'à 25 ans, on fait un frottis chez les femmes, mais ça ne sert à rien de faire un test HPV, parce qu'il y a de fortes chances pour qu'elles l'aient toutes plus ou moins, donc, et qu'il va s'évacuer, etc. Enfin, il n'y a pas de... À 30 ans, s'il est toujours là, on estime qu'il y a des chances pour qu'il reste. Donc, quand on fait le test HPV à 30 ans et qu'il est toujours là, on refait des tests régulièrement, tous les 3 ans. Parce que le papillomavirus, il y a plusieurs papillomavirus, mais c'est notamment il y a plusieurs virus, c'est les numéros 16 et numéro 18 qui sont responsables du cancer du col. Et donc, ils risquent si à 30 ans ils sont là, bon, on va surveiller de plus près parce qu'il y a des chances pour qu'ils restent, ceux-là. Ok.
Et les 16 et le 18, ils peuvent aussi rester là et rester muets ou se développer. Et ils mettent du temps, des années et des années à se développer. Alors, ne me demande pas combien de temps parce que je n'ai pas d'idée précise. Hein, je ne suis pas docteur ni gynéco, mais disons que j'ai quelques petites notions depuis. D'ailleurs, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on devient aussi patient expert. Ah oui. Et je pense qu'à travers en fait des témoignages comme le tien. Mais tout ça, je l'ai su bien après. Enfin, au début, moi, j'ai... Donc, juste pour finir, on finit... Donc, on fait ce test et ça met beaucoup de temps à se développer en cancer. Et justement, on a éventuellement des lésions précancéreuses qui sont détectées avant et qu'on traite. Et du coup, normalement, dans la plupart des cas, on n'a pas de cancer. D'où l'importance du dépistage Chez les femmes et chez les hommes du papillomavirus. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde... Ta caméra, si tu veux t'adresser aux gens, tu peux. Ouais, voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là c'est très important, ça touche les hommes et les femmes. Alors les femmes, oui, parce que c'est responsable à 99% du cancer du col. Et messieurs me diront, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai pas d'utérus. Donc quel rapport? Parce que ça, je l'ai eu tellement de fois. Mais en fait, donc messieurs, vous êtes également porteurs. Donc qui dit porteur, c'est-à-dire que vous pouvez le passer à vos copines. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une IST ou pas? Oui. Alors, je voudrais pas dire de conneries, donc... c'est pour ça que... En tout cas, il y a une transmission qui est par les muqueuses, effectivement. C'est par les muqueuses et c'est au niveau sexuel. Mais pas que. Enfin, une serviette souillée, par exemple. Ah ouais? Ouais. Une cuvette des toilettes, par exemple. À l'accouchement, maman est porteuse et tu peux... Enfin, voilà, c'est pas que pendant les rapports sexuels. Donc, oui, c'est en lien avec la sexualité, mais en revanche, c'est les muqueuses. C'est les muqueuses sexuelles et donc, enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités d'attraper ce virus. Mais encore une fois, pas de panique, vous pouvez l'attraper et il va partir tout seul, ou il va partir, il va rester muet, et il n'y a que les grands gagnants, les grands chanceux, qui le gardent et où ça peut avoir des dommages collatéraux. Mais c'est pas tout le monde, donc pas de panique marianique. Mais voilà. Donc je disais que les messieurs sont concernés à plusieurs titres. Parce que même ils peuvent être transmetteurs, ça c'est la première chose. Ils peuvent être victimes d'un cancer lié au papillomavirus, c'est aussi le cancer, enfin, il occasionne aussi le cancer du pénis, de l'anus et du système ORL. Donc le système ORL, on en a tous un. L'anus aussi. Et le pénis, a priori, perso, je suis pas équipée, mais messieurs le sont. Donc, et la troisième raison, c'est que même si vous n'êtes pas porteur, même si vous en carrez de le transmettre, etc., pensez à vos copines, vos mères, vos sœurs, toutes les femmes à qui vous tenez. Si vous pouvez éviter de leur transmettre, c'est plutôt pas mal. Et puis en plus, alors une dernière chose... Est-ce que l'homme, il le garde moins longtemps, plus longtemps? On ne sait pas, on n'a aucune idée. La seule chose qu'on sait... Là, je peux être porteur. Ouais. Et je le sais pas. Voilà. La seule différence entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a un dépistage. Il y a ce fameux frottis et ce fameux test HPV. Comment les hommes savent s'ils sont porteurs? Eh bien, on ne sait pas. Prise de sang? Ah, on sait pas. Ah ouais, on peut être grossier, ouais. C'est ce que je me suis dit quand j'ai appris tout ça, et c'est surtout ce que je me suis dit quand je me suis dit, alors attends, il y a tout ça déjà. Et, cerise sur le gâteau, pour les gens qui ne le savent pas, il y a un vaccin contre le papillomavirus, donc qui permet d'éviter tout ce que je viens de vous raconter. Tout. C'est-à-dire que tu es vacciné, il n'y a plus de soucis. Ça évite tous les vaccins qui sont liés, ça évite tous les problèmes, les lésions précancéreuses, les opérations, les conisations, les cancers, tout ça, on oublie. Et on n'en parle pas. Et là, j'ai été vulgaire, j'ai dit merde,
Du coup, là, je vais reprendre un peu mon rôle d'intervieweur et de leader. Leader. En gros, tu vois, genre quand tu veux vraiment t'adresser sur un truc où tu veux vraiment insister, tu vois. Genre là, les hommes, c'est trop bien. Tu les regardes droit dans les yeux dans la caméra, c'est génial, tu vois. Mais je savais pas trop si... T'as raison, tu vois. Et puis c'est à moi aussi de comprendre et de réajuster sur les prochaines interviews. C'est que tu vois, genre ça reste quand même une conversation, donc faut qu'on parle entre nous. Par contre, si tu veux insister sur un truc, tu les regardes et là, tu leur fais boum. Ouais. Tu leur envoies dans la gueule, tu vois. Ouais. Et je trouve ça génial. Moi, je vais reprendre sur le vaccin. Ouais. Ça, on pourra laisser, tu vois. C'est les off, c'est génial. On apprend. On apprend. Mais dans un off. Non, même là, dans l'interview et tout, je trouve ça bien. C'est ce que vous voulez. Hein. Si, moi, je trouve ça génial, mec. Parce qu'on casse tous les codes, en fait. Il n'y a plus de... Moi, le truc que j'ai envie de te dire, c'est... donc, on parle beaucoup de vaccins. On va revenir sur le Covid et compagnie. C'est ça, le truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec... on a une espèce de réticence maintenant avec ce qu'on a vécu, tous et toutes, par rapport au vaccin. Quel est, toi, personnellement, qu'est-ce que tu dis par rapport au vaccin, notamment celui-ci qui permet d'éviter le HPA, V. HPV, ouais, je me pas engueuler. Qu'est-ce que tu penses, toi, personnellement, par rapport à ce vaccin et qu'est-ce que tu aurais comme message à faire passer par rapport à lui? Ah bah moi, je me sens extrêmement légitime pour pouvoir dire vaccinez-vous. Vaccinez-vous. Vaccinez vos enfants. Parce que le vaccin, il faut le faire entre 11 et 14 ans. Il y a un rattrapage jusqu'à 19 ans et on est même en train de travailler sur un rattrapage jusqu'à 26 ans. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on y travaille. Et c'est donc l'idée, c'est de faire vacciner ces enfants avant les premiers contacts sexuels. Mais du coup, il y a éventuellement un rattrapage après. Et pour les parents qui sont hyper réticents par rapport au vaccin, moi, encore une fois, je sais que je ne sais pas, mais pour ceux qui ont peur pour leurs enfants, des conséquences que peuvent avoir un vaccin, parce qu'on sait que le vaccin, dans certains, peuvent être déclencheurs de maladies orphelines, ou ça peut accentuer des choses, etc. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Moi, je dis bullshit. Je dis bullshit. Ok. Parce que, en fait, je sais que ce vaccin, il a été très décrié à l'époque. Alors après, je n'ai pas tous les détails. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il a été certifié sûr par l'OMS. Enfin, il n'y a pas de danger avec ce vaccin aujourd'hui. On évite 6000 morts par an avec ce vaccin, à plus long terme. Et en fait, pour ceux qui sont réticents, parce que moi, comme j'essaye d'en parler, alors j'en parle à ma façon, mais du coup, j'ai mes convictions par rapport à ça, forcément. Quand on me dit oui, mais c'est jeune, les enfants, etc., moi je dis, les enfants, on les vaccine déjà, en fait. Quand ils ont quelques mois, on leur fait le DT polio, on leur fait, etc. Et là, pour le coup, ça pose pas de problème. Et moi, ce que je dis à ces parents, c'est que, sincèrement, le vaccin anti-HPV, c'est une prévention pour la suite, de la même façon que le DT polio. Mais sauf que je souhaite à vos enfants, très sincèrement, qu'ils aient des rapports sexuels plus tard et donc qu'ils ont plus de chances, en tout cas, d'avoir des rapports sexuels, de se confronter à un clou rouillé, par exemple. Enfin, c'est ce que je leur souhaite vraiment de tout mon cœur. Et ça, mais c'est comme mettre une ceinture de sécurité pour aller conduire. Enfin, c'est pas parce qu'on met une ceinture de sécurité qu'on va avoir un accident. Enfin, il y a un moment, ça s'appelle de la prévention. C'est... Donc là, voilà. si je devais résumer, donc t'incites les enfants, c'est quoi? T'es moi. Ah, c'est ta cigarette? C'est ma cigarette électronique. Donc là, si je résume, c'est que voilà, il faut se faire vacciner entre 11 et 14 ans. Et 14 ans, avant les premiers rapports. Idéalement, avant les premiers rapports sexuels. De façon à ce que chacun soit, entre guillemets, immunisé. Contre le HPV. Contre le HPV. Voilà. Éviter de le transmettre et éviter les cancers. Éviter de le transmettre, éviter d'avoir un cancer. Enfin, je trouve que c'est quand même des très bonnes raisons. Et il faut aussi, là on en parle, mais parce qu'il y a eu plusieurs tests qui ont été faits dans différents pays pour l'HPV et le vaccin. Et la France est un des rares pays à l'avoir sexualisé, ce vaccin. Ok.
Mais il y a d'autres pays où c'est pas un sujet, parce que moi, il y a aussi des parents qui me disent oui, mais entre 11 et 14 ans, c'est quand même un peu tôt pour parler de sexualité. On parle pas de sexualité, juste on prévient pour la suite. Ça ne peut pas, c'est pas parce que vous faites un vaccin à votre enfant que direct derrière, il va aller avoir ses premiers rapports sexuels. C'est deux choses. Et puis j'ai envie de te dire, il y a un moment donné, l'enfant qui grandit ado, il fera sa vie. Il fera ça. De toute façon, il fera sa vie. Et ça arrivera à un moment. Et ça arrivera. Donc, parce que l'immaculée conception, ça existe. Exactement. Alors, c'est ce que je dis aussi souvent, c'est-à-dire qu'il y a un moment, les copains, les copines, on vient tous du même endroit, quoi. Voilà, c'est sûr. On vient tous du même endroit. Donc, on va essayer d'en prendre soin et puis essayer d'éviter des petites babioles. Donc, on va vacciner ses enfants et les grands-parents, les parents, écoutez et allez-y. Vraiment. Ça risque rien. Bah écoute, moi je trouve ça vraiment, voilà. Là, je trouve que on parle de choses vraiment qui sont essentielles. Tu vois, ce qui est génial, c'est qu'on va vraiment faire de la prévention et c'est hyper important de le faire. Et on va aussi parler des conséquences qui ont été les tiennes et pourquoi en fait le sujet te tient à cœur et pourquoi aussi tu es une experte dans ce domaine-là. C'est que toi, donc, on parle de cancer, on n'a pas encore développé dessus. Ça va être l'occasion. Eh ben écoute, merci pour cet instant prévention qui pour moi il est hyper important et on va rentrer, c'est vrai, on en parlait là un petit peu en off, dans le vif du sujet parce que si t'es légitime pour parler de tout ça, c'est parce que aussi il t'est arrivé ce qui t'est arrivé. Donc avant de repartir sur la continuité de cette interview, on va passer à l'instant citation qui est pour moi très important et on va se baser sur elle. Parce que ça va être certainement une citation qui dicte un petit peu et te drive. Donc c'est parti pour l'instant citation avec Sabrina Nani, qui va nous dire quelle est la citation qu'elle a choisie. C'est parti pour l'instant citation. Est-ce que Sabrina, tu peux nous donner une ou deux citations qui dictent ta vie et pourquoi ? Alors, j'en ai deux. La première, c'est... La première, c'est qu'on ne sait pas à qui elle est attribuée, parce qu'il y a deux personnes qui n'ont rien à voir et on leur attribue cette citation. C'est la vie. C'est ce que tu as prévu quand tu avais... Non, pas du tout, pardon. La vie, c'est ce qui arrive quand tu avais d'autres projets. Ok. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Tu me regardes. Pour te le dire à toi, Rappelle-toi que c'est une interview. mais je sais pas, parce que tout à l'heure tu m'as dit... Ouais, mais tout à l'heure c'était dans le côté préventif. Tac, D'accord, ok. Mais n'oublie pas que c'est une interview, tu vois. D'accord. Donc c'est notre échange à nous qui compte. Ok. Donc moi, ma citation, j'en ai deux, mais la première, le seul sujet que j'ai avec cette citation, c'est que je ne sais pas à qui elle est attribuée. Donc c'est soit Jeanne Moreau, soit John Lennon. Ok. Pourquoi ? Cette citation, c'est la vie, c'est ce qui arrive quand tu avais d'autres projets. Et ça résume très bien ce qui m'est arrivé, parce que moi j'étais installée dans une vraie zone de confort, j'avais une vie qui était plutôt cool, plutôt en me disant, j'avais des rêves quand même, mais et j'ai une espèce de Boeing qui m'est arrivé dans la gueule, et finalement ouais, c'est la vie. C'est ma vie aujourd'hui et c'est ce qui m'est arrivé alors que j'avais pas ce projet, quoi. Ok. Donc et c'est de vivre avec, et je trouve ça hyper fort parce qu'en plus ça marche avec tout. Avec tout et avec tout le monde, et c'est vrai, c'est tellement vrai. En fait, on n'est que le résultat des... Tout ce qui nous arrive, c'est la conséquence de l'impermanence de la vie. Exactement. Et je pense que tu es bien placé on est tous pour en parler, et qu'on l'est tous à des échelles plus ou moins violentes en termes de trajectoire. Mais je trouve que cette phrase, elle est tellement universelle, cette citation est tellement universelle. Alors en revanche, si quelqu'un peut me dire de qui elle est,
vraiment, pour de vrai, ça m'intéresse. Parce que, Incite-le en commentaire, là. entre Regarde la la- cam. si quelqu'un peut me dire si cette phrase est de John Lennon ou de Jan Morrow ou de John Lennon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Dites-moi. Du coup, donc, tu as une deuxième citation à nous partager? L'autre citation, donc je suis branchée très contemporain, chanteur, en imaginant que ce soit John Lennon, c'est tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort est ta seule option. Ça, c'est de Nelson Mandela, non? Pas du tout, c'est Bob Marley. Ah, c'est Bob Marley, oui, c'est ça. Ils sont tous les deux noirs, mais ça n'a rien à voir. En plus, c'est vrai, je le sais. Et je suis pas très branchée reggae ou quoi que ce soit, mais quand j'ai lu cette citation, c'est comme cette espèce de poussée d'adrénaline qu'on peut avoir à des moments où on s'imagine pas qu'on est capable et face au danger, face au truc, on est capable de soulever une bagnole ou enfin voilà. Et c'est ça quoi. Tu te dis bon bah, moi, s'il m'arrive ça ou ça, bon, j'ai plus qu'à me jeter dans le fleuve et voilà quoi. Et en fait non. C'est être fort, c'est ta seule option. Et à partir de là, tu fais des trucs que tu n'aurais même pas imaginé. Moi, j'ai une question à te poser, du coup. Est-ce que tu penses qu'il faut être... Est-ce que tu penses que plus la déflagration est grande, plus tu peux devenir fort par rapport à ce que tu vis? Je sais pas si je suis très clair. Si, c'est clair. Par contre, est-ce que... Je pense que pour être très fort, il faut vivre des choses très dures. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Je pense que malheureusement, plus t'en prends dans la gueule, et éventuellement, malheureusement, dès le plus jeune âge, ou plus ça te forge le caractère. Après, il faut avoir quand même un environnement quand même relativement stable parce qu'après faut pas virer complètement psycho, mais je pense qu'effectivement quand tu prends dans ta gueule, ça te forge le caractère, ça te rend plus fort, ça peut te rendre aussi plus raisonnable et en même temps plus passionné. Ça exacerbe un peu des choses que tu pensais pas possibles au niveau de ton caractère, de tes qualités, tes facultés. Tu te rends compte que tu es au-delà de ce que tu pouvais imaginer, en fait. Ça me permet d'être dans la continuité de l'interview, où là, on va rentrer vraiment dans toi, ta vie, ce qui t'est arrivé. Est-ce que quand on t'a annoncé le cancer, à ce moment-là, parce que là, ça fait combien de temps que tu as eu cette annonce? Ça fait... Du coup, c'était la même année que toi. Non, 2015, c'était les lésions précancéreuses. Ah oui, d'accord. Et après, c'était en 2017, donc j'ai fait un suivi et j'ai fait une récidive. Donc on m'a dit que j'avais toujours des lésions précancéreuses. 7 ans après? Non. Attends. C'était fin 2015, on va dire, c'était décembre 2015. Décembre 2015, j'ai fait l'opération. Et donc, du coup, en début 2017, donc 1 an et quelques mois, en fait, parce qu'on est frottis de contrôle, enfin, deuxième frottis de contrôle, on me dit que j'ai toujours des lésions précancéreuses, donc que j'ai fait une récidive. Donc, on va me réopérer, refaire la même opération. Et là, je me dis, bon, ben, ok. Tu te dis, c'est suspicieux? Je me dis, ça va bien 5 minutes. Mais surtout qu'en fait, le problème, c'est que le col, petit cours d'anatomie, le col, c'est un peu comme un ballon de baudruche, en fait, quand tu souffles dedans. Tu as toujours le petit tuyau et hop, ça gonfle. Et en fait, le col, c'est le petit tuyau. D'accord. Et donc, on me l'a coupé une première fois, on va me le recouper une deuxième fois. Donc, il va devenir de plus en plus court. Mais ce petit tuyau, c'est ce qui te permet de fermer l'utérus pendant la grossesse. Donc plus il est court, plus tu as des risques de fausses couches, plus tu as des risques de fausses couches, plus tu as des risques de pouvoir tomber enceinte à la limite, mais de garder le bébé, ou alors d'avoir une grossesse alitée, etc., pour rester... Donc c'est compliqué.
Donc moi, on m'annonce cette deuxième opération. Mais avant cette deuxième opération, c'est-à-dire que la première, t'avais eu les résultats? J'avais eu les résultats, a priori, c'était tout bon, mais manifestement, et ça, voilà, c'était peut-être trop avancé, où il restait encore, dans ce qu'ils m'ont enlevé, une toute petite cellule qui a fait chier, et j'ai fait une récidive. Hein. Et donc, on m'a fait cette deuxième opération en me disant, on va recouper encore un peu, en disant, cette fois-ci, c'est la bonne. Sauf que les résultats de cette seconde opération, c'est que c'était trop tard. Que du coup, du stade 3, ça y est, ça avait touché Donc là, le col. Donc là, c'est le marasme dans ta vie. Là, c'est le marasme, mais en fait, je ne m'en suis pas rendu compte. Enfin, c'est tellement hallucinant et tout va tellement très vite que tu es comme un espèce d'automate qu'on guide. Moi, je te dis encore une fois, ce que j'ai entendu, c'est « on va vous retirer l'utérus ». Là, je me suis dit « ok, fin du game ». Fin du game. Voilà. Et après, on me fait un IRM pour savoir à quel stade j'en suis. Et là, tu te dis ah oui, parce qu'en plus, j'ai un cancer. C'est vrai. À quel stade j'en suis? Donc, ça veut dire, est-ce que je vais mourir, pas mourir, les traitements, tout ça, le protocole. Et là, je comprends qu'en plus, j'ai un cancer. Résultat des courses, je suis à un stade de 1B. Donc, je vais pas mourir, a priori. Donc, à partir de là, tu te dis ok. En revanche, je comprends ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé. Je fais un peu Rétrospective, ouais. Et là, j'ai comme un espèce de flash et je me dis, putain, je savais pas à quoi ça servait un frottis. Mais maintenant, j'ai compris. Ça sert à te sauver la vie, en fait. Mais j'avais pas... Et je suis... je pense pas être plus conne qu'une autre. Et je me dis, mais je pense que je suis pas la seule, en revanche, à pas vraiment avoir le... Et là, j'ai dit, il faut que j'en parle. Absolument, faut que tout le monde sache. Et ça, c'était avant que j'apprenne l'histoire de HPV, de papillomavirus, etc., etc. Ce qui est marrant, c'est que dans la manière dont tu dis les choses, c'est dit, je pense aux autres. Oui. Oui, mais regarde, tu penses aux autres, même dans la manière dont tu le dis, je sais pas si tu te rends compte, tu penses aux autres avant de penser à toi-même. Parce que là, avant de penser aux autres, il y a tout ce qui se passe aussi à l'intérieur de toi. Ah oui, mais là, c'était avant même d'être opérée, etc., etc. Dans la foulée de ce que j'ai appris, j'ai dit, il faut que je le crie au monde entier. Mais c'est fou parce que j'ose imaginer, cancer de l'utérus, je survis. Comment je survis? Opération, et tu vas en parler. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va t'opérer. On m'opère. Pourquoi? Pour m'enlever mon utérus et pour me sauver la vie. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu penses d'abord aux autres avant de te dire je vais perdre mon utérus et les conséquences de perdre un utérus. Il faut que le monde le sache. Je sais pas si tu te rends compte de la dimension de ce que tu es en train d'apporter. Ouais, mais pour moi, ça a été une évidence parce que je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça y est, c'est bon, c'est trop tard pour moi, drop de mic, il faut. Je sais pas, ça a été une espèce de peut-être justement une pulsion de vie, mais pour les autres. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'avais donc un projet de théâtre avec une amie, où une amie auteure, où juste avant tout ce bordel, il était question de faire un seul en scène, justement, sur les femmes d'une quarantaine d'années, qui ont l'horloge biologique qui tourne. Et c'est là aussi où j'ai dit donc à mon amie Sophie Brugeil, auteure magnifique, je lui dis, meuf, on est en train de faire un truc sur les femmes qui ont l'horloge biologique qui tourne, et j'apprends que j'ai un cancer, qu'on va m'enlever l'utérus. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est dingue, hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est là, et donc c'est là quand j'ai dit, profitons de ce qu'on est en train de fabriquer ensemble pour en parler.
pour en parler. On va faire un truc chouette, on va faire sous forme de divertissement, mais on va parler de ce qui m'arrive et ça va... c'est ce que je dis aujourd'hui, je dis c'est un petit peu l'espèce de cheval de Troie de la prévention en fait. C'est-à-dire que tu vas voir, on a monté donc un spectacle qui n'est pas du tout sur le cancer, pas du tout sur... c'est un spectacle sur la maternité, la féminité, la parentalité. On a pris le truc complètement à contre-pied. C'est drôle, c'est touchant. Et les gens, quand ils viennent voir ce spectacle, quand ils en sortent, ils se disent « Ah putain, je savais pas. » Comme toi, quand tout à l'heure, t'as dit « Je savais pas. » Et il s'appelle comment ton spectacle? Mon spectacle, il s'appelle Ex-Utéro. Donc, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Donc, moi, ce que j'invite, c'est que les personnes qui regardent cette vidéo te suivent sur les réseaux sociaux. Oui, suivez-moi, comme ça, vous saurez tout sur moi, sur le spectacle. Le spectacle, normalement, reprend à la rentrée à partir du 25 septembre à Paris, au Studio Mathurin. Et peut-être en tournée, parce qu'il y a un partenaire, moi aussi, qui m'a suivi dans mon aventure. C'est la mutuelle Aesio, avec qui j'ai fait toute une tournée là, et qui a décidé de faire la prévention autrement. Donc elle invitait le grand public à venir voir le spectacle. Venir voir un spectacle. C'était gratuit, c'était open bar, les gens venaient. Grand public. C'est génial. Et effectivement, à la fin du spectacle, donc soit il y avait des tables rondes, soit je rencontrais les gens à la fin du spectacle, ou les deux. Et les gens venaient me voir et disaient « Oh là là, mais je ne savais pas. Oh ben, moi, j'ai des garçons, je vais les faire vacciner. » Ou alors « Bon, moi, j'avais un peu peur, mais vous avez raison, je vais les vacciner. » Ou alors « Je vais prendre rendez-vous chez ma gynéco parce que... Et tout ça, je me dis « Mais j'ai gagné le truc, en fait. J'ai rempli ma mission et je veux continuer à le faire pour que le plus de monde possible voit ce spectacle. » Est-ce que je peux me faire vacciner à mon âge? T'as quel âge? 32. 32, chaton, chaud. Ouais. Chaud. Ok. Justement, là, on essaye de pousser jusqu'à 26 parce qu'après, au bout d'un moment, en fait, le vaccin, ça va pas servir à grand-chose et on essaye de pousser jusqu'à 26 pour qu'il soit remboursé jusqu'à 26. Après, tu peux éventuellement, mais c'est pas remboursé. Et puis, est-ce que ça va servir à grand-chose? Mais par contre, tu peux rester vigilant et encore une fois, pas de panique. Faut juste se dire que ça peut arriver et je sais pas, non, là, faut parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de dépistage pour les mecs, en fait. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est plutôt que de se poser la question à 30 ans, pour les générations qui viennent, faites-le. En Australie, je prends toujours cet exemple parce que c'est quand même le plus flagrant, ça fait partie du schéma vaccinal. Et aujourd'hui, ceux qui ont 30 ans, ils ne se posent plus la question. Et d'ici 5 ans, le cancer du col de l'utérus n'existera plus. C'est-à-dire que moi, si je vais en Australie pour faire mon spectacle, ils vont faire « Mais ça sert à rien. Ça n'existe plus chez nous, le cancer du col de l'utérus. » Oui, parce que tous les autres cancers. il y a certainement des gens comme toi qui se sont battus pour ça. Est-ce que c'est... Mais il n'y a pas que moi qui me bats. Bien sûr. Oh là là, il y a... Ça aussi. Ouais, mais justement, il y a des assos magnifiques comme l'association Imagine qui se bat justement pour que le vaccin soit remboursé pour les hommes et pour les femmes jusqu'à 26 ans. C'est eux qui ont fait que le vaccin soit remboursé. C'est ça, en fait. Pour les hommes, c'est tout un écosystème, en fait, qui doit travailler ensemble pour que ce qui m'est arrivé n'arrive plus. Et c'est possible. Mais c'est ça qui est ouf. C'est possible. Et l'année dernière, il y a eu une campagne dans les collèges pour faire vacciner les enfants entre 11 et 14 ans. Mais les chiffres en France étaient catastrophiques. Mais pourquoi? Je comprends pas. C'est un truc qui me dépasse totalement. Pourquoi? C'est gratuit, ça sauve des vies. Il n'y a pas d'effet secondaire. Le seul dommage collatéral, c'est la survie. Donc c'est un peu un oxymore. Je comprends pas. Et du coup, donc on va revenir sur le spectacle.
Moi, ce que je trouve super chouette, c'est que tu as réussi, en fait, parce que c'est ta passion première, le théâtre. Ouais. À travers donc les conséquences de ce que tu as vécu, tu en as fait quelque chose en plus de beau, d'esthétique, qui a de la valeur pour la société. Ton spectacle, moi je suis allé le voir, ouais, donc ex utero. Après, bon, le biais c'est que je te connais, donc forcément ça a joué certainement sur beaucoup de choses. Moi, le spectacle, je l'ai trouvé magnifique parce que déjà je te connais en tant que personne. Et enfin voilà, moi j'ai clairement pleuré quand j'ai vu le spectacle, enfin voilà, on va pas spoiler, mais quand on apprend le dénouement, etc. Et ce que je trouve chouette, c'est que bah, la grandeur de ce que tu as su créer à travers ce spectacle-là, c'est que bah, voilà, c'est toutes ces choses qu'on est en train de mettre en place, que ce soit à travers ces vidéos, que ce soit à travers ton témoignage, et finalement c'est pour aider tout le monde. Donc voilà, vraiment allez voir le spectacle. Et puis moi, des fois, on me demande, t'en as pas marre de jouer Moi je trouve ex-héros? ouais, mais je trouve Et moi, je dis, mais non. bah non, non, parce que c'est essentiel. Un, c'est essentiel. Deux, effectivement, je suis seule en scène, mais en fait, j'ai quand même, je joue avec plein de monde, pas le public, hein, n'ayez pas peur, mais je suis accompagnée de plein de monde. Je voyage en fait pendant 1 heure et j'emmène le public avec moi. Et puis surtout, ce que je dis, je pense que si ça avait été ce fameux seul en scène sur les femmes avec l'horloge biologique, etc., je me suis pris le Covid dans la gueule, etc., parce que j'ai changé de vie. C'est-à-dire que je ne suis plus dans ma grande multinationale, c'est-à-dire que ça a tout raflé. J'ai dit, OK, on n'a qu'une vie. T'en parles. Je lâche tout, j'ai tout quitté pour être comédienne. Voilà, ça c'est exceptionnel. Voilà. Le moment de ta vie le plus décisif? Bah, ça a été celui-là, en fait. Ça a été le Big Bang, en fait. J'ai tout remis en question et ça m'a permis d'avancer. Et donc, cette espèce de rêve un peu dangereux, parce que quand même, devenir comédienne... et donc, je me suis pris en plus le Covid dans la foulée, donc c'était pas gagné. Et ben, malgré tout ça, je me suis battue et je continue de me battre pour ce spectacle, parce que j'adore le jouer, je m'éclate pendant 1 heure, parce que effectivement les gens pleurent, mais les gens se marrent aussi, et moi je rigole un peu avec eux, et parce que surtout il est utile. Et puis en plus, t'es très bonne comédienne. Et puis ce qui est incroyable, c'est que finalement, ce qui ajoute de la consistance à tout ça, à ton spectacle, etc., c'est que c'est des choses que tu as vécues humainement, personnellement. Donc tout s'imbrique finalement. Ben, en tout cas, ça vient du ventre en fait. Mais encore une fois, je raconte pas mon parcours, mais je raconte quelque chose de... Mais c'est lié en fait. C'est lié et c'est viscéral. Et en fait, voilà, il y a un truc qui est... Enfin voilà, faut pas spoiler. Non, c'est pas Mais il y a un truc voilà, qui est hyper viscéral. Et donc, du coup, je pense que ça se ressent et que les gens, ils partent avec moi. Et du coup, voilà, il y a un moment où on se vautre et ils se vautrent avec moi. Et du coup, on se relève tous ensemble et on y va. Et on y va, quoi. Moi, je vais reprendre sur une phrase qui m'a beaucoup marqué. Je crois que c'est dans ton TEDx où tu dis ça. Et en fait, bah, tu le dis clairement là. Tu dis que tu as changé de vie. Et en fait, tu dis que bah, forcément, les conséquences quand tu te fais retirer l'utérus, c'est que tu peux plus avoir d'enfant. Et tu dis une phrase qui, moi, qui me porte, qui est d'une puissance, d'une grandeur, d'une dignité. C'est que tu dis, j'ai accouché de moi-même. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur cette idée-là et en fait, l'incarnation de tout ça, c'est aussi le spectacle que tu as créé, finalement, et aussi pour aider les autres. Ben oui, alors déjà parce que ben, on dit, alors après ça c'est des trucs religieux, machin, accoucher dans la douleur, etc., etc. Bon, maintenant il y a la péridurale. Moi j'ai accouché sans péridurale, hein, que les choses soient claires. Voilà quoi, le cancer. Ensuite, je change de vie. La pandémie, donc quand t'es comédien, machin. Enfin, et tout ça. Il y a un truc qui est sorti et c'est ce que je dis aussi dans mon spectacle. Effectivement, c'est que aujourd'hui ma surprise, c'est moi. C'est moi. C'est là.
c'est maintenant, c'est les rencontres que j'ai faites, et tout ça, ça s'est construit avec ce qui m'est arrivé. Et je me suis découverte comme on découvre, la vie, soit quand on a accouché, soit quand on est un nouveau-né et qu'on découvre un peu ce qui nous entoure. Enfin, il y a une espèce de nouvelle ère quoi, qui se passe parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a rien demandé. Donc là, je pense plutôt au bébé qui vient de naître, il arrive, il n'a rien demandé. Et on y va, quoi. Et on y va. Et j'ai accouché de moi-même dans ce sens-là où je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et je suis sortie, quoi. Et me voilà. Et c'est un peu, pas dire que je repars de zéro, mais presque. Et donc, tu réapprends, comme tu réapprends à marcher, sans mauvais jeu de mots, tu réapprends à vivre avec, en fait. Tu réapprends à vivre avec, ou à vivre sans, du coup. Mais show must go on, quoi. La vie continue et la vie reprend. C'est ça, c'est un nouveau départ. C'est aussi dans ce sens-là, j'ai accouché de moi-même, c'est un nouveau départ. Et j'ai voulu, avec ce spectacle, ce que je dis souvent aussi, c'est donner un sens à ce qui m'est arrivé. Parce que pour moi, avoir un cancer, ça n'a aucun sens. Ça vous tombe dessus. Enfin voilà, moi pour la petite anecdote, parce que c'était une autre anecdote, c'est que on dit justement par rapport au fait que le papillomavirus, les cancers du col de l'utérus, c'est en rapport avec la sexualité, etc. Que donc du coup, c'est une serial fuckeuse, c'est que les serial fuckeuses qui ont eu ça. Voilà, qu'on se le dise. Moi, en 2017, ça faisait 5 ans que j'avais pas eu de rapport sexuel. Voilà. Et c'est ce que... Alors, je faisais rire mes potes avec ça. Je dis, putain, les gars, je suis celle qui couche le moins de nous tous. Et c'est à moi que ça arrive. Donc... C'est tellement... Voilà. Mais ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est ouf parce qu'à travers ça, tu combats tellement d'idées reçues aussi. Mais voilà, il faut arrêter. Donc... Et quand bien même, c'est pas parce que tu couches que t'es déjà quelqu'un de... Mais parce qu'en plus, il suffit d'une seule fois. Enfin, c'est-à-dire que moi, ça se trouve, c'est mon premier que j'ai eu à 20 ans qui me l'a donné. Et ça sommeille jusqu'à 40 ans. Et hop, d'un seul coup, ça s'est réveillé. Et moi, le fait est que j'ai pas pris assez soin de moi. Et que du coup, et ça aurait pu s'arrêter aux lésions précancéreuses. Et que j'ai un peu... j'ai fait de la merde, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il faut que que la prévention, pour moi, c'est hyper important pour que ça n'arrive pas aux autres. Mais donc, ça n'a rien à voir avec t'accoucher avec la terre entière, ça n'a rien à voir avec... c'est pas parce que tu l'as que tu vas mourir. Enfin voilà, faut casser tous les codes, en fait. Faut juste prendre soin de soi et soin de soi, soin des autres, aller se faire checker, hashtag check ta chatte, quoi. Vraiment. Il faut y aller. Et on va éviter plein de trucs. Il y a beaucoup de choses à vivre derrière. Et alors effectivement, moi, ça a changé ma vie. Mais je souhaite de tout mon cœur, si vous voulez changer de vie, vous n'êtes pas obligé de passer par une catastrophe. Donc là, Sabrina, ça fait donc 7 ans que tu t'es fait retirer l'utérus. Est-ce que... Enfin là, on est à 7 ans, donc t'as cheminé depuis cette année. Est-ce que genre tu te sens beaucoup plus forte maintenant ou pas? Comment enfin, entre le moment où tu apprends ça et aujourd'hui, dans quel état de force tu es? Est-ce que je sais pas si j'arrive à être clair. Si. Je réalise... Forte, je sais pas, mais quand je regarde le parcours, je réalise que j'ai fait des trucs, mais que pas une seule seconde j'aurais imaginé que j'étais capable de faire. Alors, j'ai pris de la maturité aussi, mais non, j'ai fait des trucs et le fait de m'accrocher comme ça
à cette histoire, à ce spectacle, et de continuer de me battre. C'est un point de repère aujourd'hui. C'est un point de repère. C'est mon étoile c'est mon étoile de berger en fait. C'est Fer de lance. ouais, c'est mon bébé aussi. Et C'est beau. quand t'as un enfant, bah tu fais tout pour qu'il grandisse bien, tu prends soin de lui, quoi. Puis tu te bats pour ton enfant. Donc ton spectacle aujourd'hui, c'est ton bébé. C'est mon bébé. Ouais. Mais c'est incroyable. Et Magnifique. oui. Non, mais c'est beau. Et en plus, je l'ai fait avec une fille. Et en Donc aujourd'hui, tout est... On va pas se faire que des amis, là. Bah ouais, mais Non, mais c'est... je l'ai fait avec manière dont tu avec le- mon ami auteur. Donc on l'a... Et puis après, bon, on a continué de le faire grandir à beaucoup. Enfin, c'est une famille... une grosse famille recomposée, complètement déglinguée. Famille. Confidence, On c'est la est famille. on est tous une grande famille. Non, mais oui, oui, on est plus fort, on est plus... pas dire qu'on n'a plus peur de rien, mais On sait que les choses... on sait que tout peut arriver. Et donc, du coup, on en profite, et on fait pas les choses pour rien, quoi. Et je pense aussi, je rajoute ça, ce sera peut-être le troisième point des deux que tu viens d'évoquer, je pense qu'on est aussi plus armé pour ce qui va arriver. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent, on vit tous des difficultés dans nos vies, et tout est transposable. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de burn-out, on parlait de rupture amoureuse, on parle de perte d'un proche. C'est des choses que toutes les personnes qui vont regarder les vidéos, tous, autant que nous sommes en tant qu'humains, on va vivre ces choses-là. Et oui. Et plutôt que d'en faire fi, d'occulter le fait que ça va nous arriver et que la vie, elle est linéaire, immuable, ben non, en fait. On est la représentation de nous que tout peut arriver. Et c'est important de donner peut-être aussi des confidences, des témoignages comme les nôtres, parce que ça permet de déjà peut-être rassurer les gens à qui ça peut arriver. Ça permet aussi à des gens de pouvoir s'identifier, de dire bah si elle a réussi, je peux prendre des choses qui font écho et comment je m'en imprègne. Ça permet de sensibiliser, ça permet de faire de la prévention. Bref, tout est... Et ça, c'est finalement, c'est à l'image de l'humanité. Parce que c'est... on est une entité, en fait. L'humanité, c'est une entité de plein de personnes. Et en fait, peu importe d'où qu'on vienne, etc., c'est que on est tous amenés à vivre des choses compliquées. Et je trouve ça génial de pouvoir en témoigner aujourd'hui. Donc vraiment, un grand merci. Putain, c'est génial, on s'appelle. L'autre chose à jamais perdre de vue, c'est de prendre soin de soi, vraiment, ne jamais oublier de prendre soin de soi, de son corps, parce que c'est celui qui nous porte dans la vie, et d'être attentif aux autres. Ça, c'est... Enfin, je pense que c'est aussi primordial, parce qu'on se bat tous, mais pour le coup, toi comme moi, on se bat chacun à notre façon, avec nos convictions, et c'est pas pour ça qu'on a besoin de personne. Et c'est là où tu dis qu'on est quand même, parlait tout à l'heure de famille, de l'humanité, etc. Enfin, on y va, quoi. On se serre les coudes et... Une question à te poser. Dis-moi. Comment faire en sorte d'être plus attentif à l'autre et d'être plus à l'écoute? Qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce qui te vient en tête? Bah, tu vois, typiquement, par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure, où on disait est-ce qu'on est plus fort quand on a eu des souffrances, etc. Je pense que justement, quand tu t'es pris un grand truc dans la gueule comme ça quelque chose qui te vient naturellement après la déflagration, c'est de prendre soin des autres, en fait. Alors, encore une fois, je ne souhaite à personne qu'il arrive quelque chose de grave à chacun, mais quand tu me dis comment est-ce qu'on fait pour être attentif aux autres, je pense que naturellement, quand toi, il t'est arrivé un truc pas cool, naturellement, tu vas prendre soin des autres. Ça, c'est la première chose.
Tu le disais tout à l'heure, je pense qu'on se quête de sens. Et je trouve que, enfin moi, je le dis très souvent et tu l'as toi aussi dit, c'est pour ça que je me permets de... Mais je pense que tu te sens tellement utile quand il t'est arrivé quelque chose de compliqué et que tu sens que tu as le pouvoir de faire changer les choses, ça te porte en fait. Mais c'est ça la différence par rapport à avant. C'est que aujourd'hui, je me sens utile. Alors que, c'est terrible ce que je vais dire, mais alors peut-être pas quand je me suis réveillée, parce que quand je me suis réveillée de l'opération, j'avais surtout mal. Mais très peu de temps après, mais ça se compte en heures, hein, je me suis dit, j'ai plus d'utérus. Et en tant que femme, je ne sers plus à rien. Eh ben non. En fait. Voilà. C'est hyper violent et pourtant, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. C'est de dire que je ne sers plus à rien. Ça ne m'est pas resté très longtemps parce que et aujourd'hui, je peux dire que je suis utile. Et ça, tu penses que ce truc-là, tu l'as eu au bout de combien de temps de je suis utile? Entre le moment où tu dis que tu l'es pas et le moment où tu l'es. Vite, pas vite, spectacle, pas spectacle. Alors, spectacle, c'est sûr. Et à partir de quel moment tu t'es sentie légitime? C'est pas. Je sais pas. Mais je te dis, de toute façon, avant même l'annonce, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais je me suis pas dit, je suis utile, machin, etc. C'est après... Bah déjà, quand on a commencé à me parler de mon spectacle, quand on est venu me chercher pour en parler, quand j'ai commencé à discuter avec les gens qui venaient après me voir après le spectacle pour me dire « Ah là là, trop bien, etc. » Et c'est là que je me suis dit bah, en fait, je sers à quelque chose là, vraiment. Donc ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Je me suis pas levée un matin en me disant « Ça y est, je suis utile. Hein. » Mais en tout cas, par rapport à il y a 7 ans et aujourd'hui, ouais, il y a quand même une différence assez... Notoire. J'aime bien les mots. J'aime bien les mots. Non, c'est d'une puissance que tu dis. Je pense qu'on a évoqué beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de matière. C'est super chouette. Voilà. Moi, j'adore le format long parce qu'on a le temps justement de susciter, faire germer l'idée, sensibiliser, faire nourrir la réflexion, l'intelligence à travers des rencontres. Et moi, c'est ce qui m'a nourri depuis cette année, bientôt où j'ai eu mon accident. Et c'est ces rencontres qui ont fait qu'on en est même là aussi aujourd'hui. Donc là, on va passer à la dernière séquence de cette interview. Ça va être la FAQ de la commu. Donc, c'est les questions que les gens veulent poser pour Sabrina. Donc, c'est parti. Du coup, Sabrina, la FAQ de la commu. Allez, la commu. Donc, moi, c'est une personne qui a posé la question, que j'ai rencontrée, qui a eu les mêmes problématiques que toi. Et Elsa. Et du coup, elle pose la question, est-ce que le jugement sur les femmes non-mères passe avec l'âge ? Alors, là, je pense que c'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus de femmes, finalement, qui n'ont pas d'enfants. Donc, du coup, on n'est pas dans la normalité, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Donc, qui assument de ne pas vouloir d'enfants. Donc, je pense que c'est en cours, mais que c'est pas encore ça. En tout cas, il y a moi à l'époque, et quand je dis à l'époque, j'ai l'impression de parler genre il y a 20 ans, mais donc juste avant que ça m'arrive, où j'étais encore en capacité, où on me disait bah oui, ça va. Enfin, je veux dire, oui, ça va. Je dis quelque chose dans mon spectacle. Vas-y. C'est ne demande jamais à une femme qui n'a pas d'enfant pourquoi elle n'en a pas. Elle aura toujours une bonne raison, mais laisse-la t'en parler elle-même. Parce que c'est vrai que les femmes qui n'ont pas d'enfants, on se demande toujours un peu pourquoi. Encore une fois, moins, j'ai l'impression, moins, mais il y a un petit côté suspect. Ouais. Il y a un petit côté suspect.
Et des fois, c'est pour des raisons pas très faciles. Hein. C'est pas juste parce que j'ai pas voulu. Des fois, c'est parce que j'ai pas pu. Donc, je pense que c'est en train de changer. Et du coup, je me permets de rebondir, parce que c'est aussi ça l'important, c'est que de dire que être mère, finalement, c'est... ou ne pas être mère, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Et que c'est pas quelque chose, finalement, de fataliste. Non. Alors, c'est pas une fin en soi. Après, ça dépend pour qui. Hein. Il y en a pour qui c'est un objectif de vie. Mais c'est ce qu'on dit souvent quand on est mère, ne pas oublier qu'il faut aussi être une femme, etc. etc. Bon, ben, En toi, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui nous regarde, dont c'était peut-être le goal de sa vie, le but de sa vie de se dire je veux être mère et elle peut pas? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi, avec ton expérience de ce que tu as vécu, pour la rassurer? que le champ des possibles reste ouvert. Vraiment, à tout point de vue. Et que c'est pas une fatalité. Et que c'est pas... Alors là, pour le coup, c'est... pour la personne... quand on te dit que tu peux pas en avoir, c'est... Oui, mais c'est comme moi quand on me dit t'es tétra. Enfin, on me l'a dit, je l'ai su. Hein. Je suis un peu pour les concerner, mais. Enfin, tu vois, genre à ce moment-là, effectivement, entre aujourd'hui. Je repense à ce que tu m'as écrit tout à l'heure. C'est trop con. Ah oui, je marche. De la chance. Il me dit t'en es où? Je lui dis je marche. Je réponds t'as de la chance. Parce qu'elle est en train de venir entre l'arrêt de tram et l'hôtel. Je dis t'en es où? Elle me dit je marche. Je dis bah t'as de la chance. Voilà, c'est tout. C'est rigolo. Mais merde, je sais plus ce que je disais du coup. Que c'est pas une fatalité. Non, que c'est pas une fatalité, que tout se... rien ne se perd, tout se transforme. Et Voilà. c'est ça. Parce que tu vois, moi, genre au début, bah, évidemment que c'est un cataclysme dans ta vie, c'est une fatalité, c'est un traumatisme, c'est une tragédie, bref, on peut faire tous les synonymes qui existent au monde. Mais qu'entre ce moment-là, et regarde, nous deux, ça fait 7 ans après, bah, finalement, on regarde tout ce qu'on a fait depuis, tu vois. Et on n'imagine pas tout ce qu'on est capable de faire. Enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah ouais. Mais rien ne se perd, tout se transforme. Tout. C'est la nouvelle... l'écologie post-apocalypse. Je sais pas si on y a vraiment répondu, et je sais pas si tu veux y répondre. Donc là, pareil, tu auras le choix. Donc c'est Lucille Boidron qui me dit « Bonjour, combien de temps pour le deuil de la maternité y étant moi-même confrontée ? Je trouve ça très long et très difficile en tant que femme, travaillant en maternité qu'épuisée. » Oh, ça c'est la... Je sais pas si on en fait le deuil Vraiment ? vraiment. Mais c'est, par exemple, quand tu perds quelqu'un que t'aimes très fort, Vraiment ? tu l'oublies jamais. Vraiment ? Tu vis avec, tu continues de vivre, tu continues de marcher, mais tu l'oublies jamais. Ben, je pense que c'est un peu pareil. La vie continue, mais enfin, tu t'en rends pas malade. Quand tu perds quelqu'un, tu pleures très longtemps, et puis après, la vie reprend, mais tu l'oublies jamais. Ben là, c'est pareil. Alors après, effectivement, de travailler dans une maternité, ça aide pas des masses. Clairement pas. On va pas se mentir. Parce que, par exemple, moi, aujourd'hui, quand je croise des bébés, je suis toujours un peu... je prunce. Je prunce un peu. Enfin, tu vois, il y a encore un truc, mais qui relève du animal. C'est animal, en fait. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, j'ai plus d'utérus, du coup, c'est dans la tête, quoi. C'est animal. Maintenant... C'est marrant, je vais rebondir sur ce que tu dis encore, c'est animal. De la même manière que, tu vois, genre, même si j'accepte, tu vois, par exemple, des fois, je vais avec des amis à la plage et tout, bah eux, ils vont s'amuser sur la plage, ils vont faire des trucs. Et c'est animal, parce que j'aimerais sauter dans les vagues avec eux, j'aimerais jouer avec eux, j'aimerais.
Tu le sens, mais tu peux pas faire. Et tu l'acceptes. Et c'est aussi une forme de lâcher prise, finalement. Ah oui, ah bah, parce que t'as pas le choix. En fait, je veux dire, à partir du moment où t'as pas le choix, c'est ce que je vais pas arrêter de dire, c'est que, enfin, show must go on. C'est pas parce que t'as pas le choix que t'as plus de choix de rien. C'est d'autres choix que t'as. Hmm. Elle travaille dans une maternité. Ouais. Euh, Bah, disons que, en fait, le fait qu'elle... Enfin là, j'ai pas de, j'ai rien. Non, mais bien sûr. Mais après, de toute manière, ce qui est dur, c'est que c'est vrai que c'est... Bah, tous les jours, elle a le reflet de ce qu'elle peut peut-être pas avoir. Donc, forcément, c'est dur. Mais... Après, moi, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand j'avais rendez-vous avec l'oncologue, l'onco-gynéco, qui allait me retirer l'utérus, j'étais dans la salle d'attente avec plein de nanas enceintes. Ça, c'est pépite. Ça, les hôpitaux, des fois, il faut essayer de réfléchir un peu. Oh là là. J'étais entourée de femmes enceintes le jour où j'avais rendez-vous avec le gynécologue qui allait me retirer l'utérus. Est-ce qu'on n'est pas sur un truc... Ah, mais c'est hyper important ce que tu dis. Voilà. Hyper pertinent. J'espère que les gens qui écouteront ça, c'est génial. Enfin, parce que tu vois, c'est plein de petits détails comme ça qui mis bout à bout, ça fait bouger les choses. C'est d'une puissance sans nom. J'ai une dernière question. Je pense qu'on l'interview y répond. Qui est de Anaïs qui dit les secrets d'un accouchement de soi-même. Alors, c'est une question, elle dit les secrets d'un accouchement de soi-même réussi. C'est la question. Et la commu, elle pose des questions Bah, chouettes, hein. On a la commu combien? Ah bah grave. Les secrets d'un accouchement de soi-même réussi. Parce que j'ai dit, tu sais, quand je te présente que... Ouais. Alors le truc, c'est que il n'y a pas deux accouchements qui se passent pareil. On le sait, ça. Mhm. Ça dépend des circonstances, ça dépend je sais pas, ça dépend du passé, des gènes, de plein de trucs. Donc je pense qu'un accouchement de soi-même réussi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, si ce n'est le lâcher-prise à un moment donné. C'est le seul... Alors, tu as le lâcher-prise et ne rien lâcher. Mhm. T'as l'impression que c'est un peu paradoxal et pourtant ça va ensemble, en fait. L'équilibre. Enfin, voilà, c'est à l'équilibre. Mais du coup, accoucher de soi-même, Et donc, ce qui est valable pour toi n'est pas valable. exactement. Donc, en fait, les secrets d'un accouchement de soi-même réussi, finalement, c'est d'apprendre peut-être à se faire confiance. Et finalement, la réponse, c'est pas l'autre qui l'a, mais c'est à nous d'aller la chercher en nous-mêmes. Donc, en fait, t'as pas la réponse parce que la réponse, c'est un peu tout l'enjeu aussi de confidence, c'est que les réponses, il faut qu'on les trouve par nous-mêmes. Et ça, Elles arrivent, les réponses. elles arrivent. Et c'est ça aussi qui est inspirant, c'est que finalement, c'est toute la résultante peut-être aussi d'exemples qui vont aider à trouver des points d'ancrage. Mais la réponse, elle vient de soi. Et on l'aura en soi au moment où elle devra se présenter à nous. Absolument. En espérant qu'elles se présentent de façon diverse et variée, et pas forcément dans la violence, Mais la vie, c'est... mais la vie, c'est pas les bisounours, quoi. Exactement. Bah écoute, je pense que là, on a beaucoup de matière. Vraiment, c'était super chouette cette interview. Il va falloir couper un peu quand même, hein. Non, c'est génial. Ah non, fais-moi confiance. Je suis à contre-courant de ce qu'on attend des réseaux. Parce que, tu vois, on en parlait tout à l'heure, on est à un virage. On est à un tournant de les gens en ont marre et ils comprennent aussi tous les effets délétères que ça a sur le cerveau que de consommer des trucs qui durent 10 secondes. Ah bah ça, Et là, en fait, on va à l'encontre de tout ça. Et je préfère qu'il y ait 1000 personnes où ça a un impact que 100 000 personnes où ça n'a aucune valeur. La plus-value, elle est dans la consistance. Et là, on est pleinement dedans. ah bah c'est sûr que pour les trucs de TikTok de 10 secondes, il ne faut pas compter sur toi pour danser la Macarena en trend. Après, c'est lui le magicien, hein. Il va nous faire un truc de fou. Du coup, donc là, voilà, on a fait une interview qui est quand même relativement plus longue, qui est géniale, qui est consistante, comme on le disait, parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont hyper pertinentes,
qui vont aider des centaines et des milliers de personnes. Du coup, on va passer à la dernière séquence de cette interview, qui est la question signature. C'est parti. Du coup, Sabrina, la question signature, c'est est-ce que tu pourrais peut-être me proposer une personne qui pourrait venir témoigner dans Confidence, à qui tu penses, parce que voilà, je trouve que c'est là tu témoignes, c'est hyper intéressant, mais peut-être que tu as envie de donner la parole à quelqu'un et pourquoi. Alors, moi, j'ai un problème avec cette question parce qu'il y a 2 personnes à qui je pense, mais qui ne sont malheureusement plus de ce monde. Voilà, donc pour qu'ils viennent et pour... voilà. Mais je vais quand même les citer parce que j'aurais vraiment aimé savoir ce qu'ils auraient dit dans ce cadre-là. C'est l'abbé Pierre et Marie Curie. Voilà, c'est ces 2-là. Et du coup, si vraiment je dois citer quelqu'un de vivant, ben, je vais te demander de bouger ton fiac et de venir à ma place. Tu veux qu'on échange, moi? Allez. Tu voulais savoir qui je voudrais avoir dans ce fauteuil? Allez. Mais il va falloir que tu me poses une question, du coup. Donc là, il faut que je fasse un transfert en direct. Ouais. C'est bien, Confidence. On casse les codes. C'est bien, Confidence. On casse les codes. Je me fais avoir à mon propre jeu, quoi. Exactement. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Hein. Eh bah ouais, mais je pense que tu mérites d'être là aussi. Ouais. Dans le genre résilient, généreux, ouvert aux autres, qui a envie de partager, etc., etc. Je pense que t'as ta place sur ce fauteuil, non? J'ai ma place, mais bon, ça m'aurait évité de bouger. Il n'y a rien qui te fait peur. Je pense que tu l'as prouvé. Jusqu'ici, il n'y a rien. J'ai vécu pire, ouais. Non mais voilà, t'es mon héros. Et d'ailleurs, en parlant de héros, Le fameux. tu me dois un autographe. Parce que le mec en fauteuil qui va dans le désert, qui va dans la montagne, qui navigue, je sais plus comment on dit, parce que moi aussi je suis fatiguée, qui tient un bateau, machin, etc., qui vole. Bon, Mais après, c'est la somme aussi du collectif. Tout seul, j'aurais jamais pu. non, t'aurais jamais pu, mais n'empêche que... Mhm. Voilà, donc je conseille à tout le monde ce livre qui est incroyable avec des photos magnifiques, qui parle d'un mec incroyable et magnifique, un fou, mais qui fait tellement du bien, Un fou furieux. un fou furieux. Donc voilà, donc il y a un documentaire aussi. Ouais, je sais pas trop ce qu'il en sera pour le moment. Bah écoute, faut qu'il en soit quelque chose parce que... Pour la petite anecdote, la confidence dans la confidence de la confidence, c'est que effectivement, je me souviens quand on a fait la diffusion du documentaire au Grand Rex, bah c'est vrai qu'avec bah on arrive au Grand Rex, il y a 2400 personnes, la plupart des gens me connaissent, donc j'ai toute l'attention sur moi. C'est hyper fatigant. C'est la première fois de ma vie que je ressens une telle fatigue. Et en fait, à ce moment-là, Sabrina, elle arrive. Elle me dit, Martin, tu peux me signer mon livre? Et là, je lui dis, écoute, Sabrina, je lui dis, là, je crois que c'est pas le moment. Je lui dis, on se reverra. Et ça fait depuis novembre, donc tu vois, Ouais. là, on est quoi? Bah, on est quasiment un an après, hein. Presque. Non, pas tout à fait, on est au mois de... 9 mois. 9 mois. Le temps d'un enfant, Le temps d'un an. le temps de gestation. Le temps de gestation. Mais comme quoi, tu vois, Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. et ce qui est dingue, c'est que donc 9 mois après, ce que je lui ai dit, je te promets que je signerai ton livre. Et en fait, je me souviens où je suis placé au Grand Rex quand tu viens me voir, à côté des... Et là, je te dis, écoute, Sabrina, je dis, là, il y a tout le monde qui est sur ma côte, qui est sur mes côtes. Et là, il faut que... Enfin, le livre, je te promets de le signer parce que voilà, on se connaît et je t'apprécie. Voilà. La preuve, c'est que t'es la troisième invitée. C'est que ton histoire, etc., est puissante de fou et elle a la nécessité d'être rendue plus visible. Et je te dis, écoute, le livre, je te le signerai plus tard parce que là, j'ai pas le temps. Et je me souviens, j'ai vu dans ton regard, et même après, tu m'en avais un peu parlé, en me disant, attends, Il a signé le livre à des tas d'inconnus et pas à moi. mais en fait, voilà, l'idée, c'était parce que je savais qu'on allait... Non, mais je sais que tu ris. Mais le truc, c'était de dire, bah, je sais qu'on va se revoir parce que voilà, la preuve que j'allais signer le livre. Je savais pas quand. Donc là, on va le faire en direct. Et ben voilà. C'est parti. J'espère que j'ai un stylo.
Je crois que j'ai des feutres dans mon... Sinon, on attendra 9 mois. Ouais, voilà. Là-dedans. Regarde dans la pochette, ouais, soit devant, soit... Ouais, vas-y, bah rapporte ça comme bien. Comme ça, on va devoir Kevin. Kevin, il fera un coucou, parce qu'on l'a pas vu encore. Coucou, Kevin. Coucou. Coucou. Tiens. Et voilà. T'attends que l'encre sèche un peu. Question signature, j'ai une signature. Pas mal. Je lis ou je peux lire ou je peux pas lire? C'est comme si tu veux que ça apparaisse à l'écran, ça apparaît à l'écran. Si tu veux le lire, tu lis. Comme tu veux. Ah bah ouais. T'avais dit. Hein? Et soit tu le gardes pour toi, soit tu le révèles au monde. Je le garde pour moi. Ok. C'est bien aussi. Dommage, on n'a pas vu la beauté de mon écriture. Bah si, tu l'as filmé, non? Non, mais après, tu peux juste mettre parce que j'ai pas écrit la dernière phrase. Donc, c'est celle-là, je pense que t'as envie de garder. Oui. Voilà. Donc, au pire, tu... Parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir 72 ans en fait. L'âge de ta mère. Mon père a 74. Bah voilà. Ma mère, elle est plus jeune. Et le bouffon l'a pas... Bon, bah voilà, la question signature, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Confidence pour ce 3e épisode, c'est terminé. Merci infiniment. Merci. Sabrina, Merci. je pense que ton témoignage, il sera vraiment incroyable, encore une fois. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Confidence. Ciao, ciao tout le monde.